Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Cette semaine, c'est déjà la troisième semaine de NFL. On se retrouve après avoir parlé ce lundi des trois plus belles affiches, des trois plus beaux matchs de cette troisième semaine. On se retrouve comme hier avec Raphaël Masmejean. Salut Raph. Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. On va parler de tous les matchs désormais. Vous en avez l'habitude. Les 12 matchs, je crois, je l'ai dit hier, 12 rencontres. On va pas se mentir, hier, il y a eu trois matchs serrés. En tout cas, on avait isolé trois matchs serrés. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de matchs serrés. Il y en a, mais un petit peu moins quand même. Ouais. Il y a un peu plus de blowout, comme on dit, mais bon, on va aborder tous ces matchs-là. On va aborder justement une nouvelle victoire des Colts, aussi surprenant soit-il. Le premier succès des Chiefs, notamment. Mais on va surtout commencer par le Monday Night Football qui était très attendu. Le podcast Jeune Actu, épisode 894. C'est tout de suite. On l'annonçait comme une potentielle affiche du Super Bowl. Et très honnêtement, Raph, si on a ce match et ce niveau de jeu au Super Bowl, honnêtement, je signe tout de suite parce que le match entre les Ravens et les Lions a été plutôt très bon. Ils se sont rendus coup pour coup. Les deux équipes, c'était à Baltimore. Et ils ont abordé le quatrième quart-temps à égalité. Ils étaient à 21 partout. Mais ce sont bien les Lions qui ont le mieux géré le Money Time avec 17 points dans le quatrième quart-temps. Une victoire 30-38. Ils ont envoyé un gros message pour cette victoire à l'extérieur. C'est un succès qui s'est dessiné notamment au sol, 224 yards gagnés à la course et 4 touchdowns inscrits par le fameux duo, le fameux monstre à deux têtes, Jahmyr Gibbs, David de Montgomery. Raph, le premier match aurait pu nous inquiéter pour les Lions, on en avait parlé, c'était avec Victor. Le deuxième était contre un adversaire un petit peu plus faible, mais là en revanche, on a l'impression que les Lions de l'an dernier sont de retour. Oui, on a l'impression d'avoir retrouvé les Lions de l'an dernier. On a retrouvé cette solidité sur la ligne offensive, ce jeu au sol, tu l'as dit, monstre à deux têtes, capable de vraiment faire exploser pas mal de défenses dans la ligue. Et donc c'est vrai que la première semaine, on est qu'en troisième semaine, mais la première semaine pour Détroit paraît déjà très loin. En termes de rendu, on a l'impression que vraiment la table a été totalement renversée. Le mérite, clairement, à mon sens, en revient à Dan Campbell, qui, à mon sens, là-dessus, on va voir jusqu'où vont les Lions cette saison, etc., mais qui semble montrer ce qui fait un grand coach, c'est-à-dire qui est capable de se renouveler en termes de coordinateur, parce que ce qu'il impose, finalement, c'est une culture dans une franchise, ce sont des concepts, des principes, et finalement, les coordinateurs sont là pour essayer de les mettre au mieux en musique, j'ai envie de dire, ces principes et cette culture, mais lui est vraiment le ciment de cette équipe. Et donc bravo, moi aux sorties de ce match, j'ai envie de dire bravo à Dan Campbell parce que l'agressivité de son équipe, quels que soient les coordinateurs, on la retrouve. Oui, justement, j'allais te dire le crédit, il va pas au coordinateur offensif pour toi, mais après tu as expliqué, en effet, ça vient au coach qui, lui, choisit le coordinateur offensif, John Morton, le coordinateur offensif, qui commence à montrer en effet son système et rentre dans la culture de Dan Campbell. Et je suis plutôt d'accord avec toi. On a vu deux drives de 98 et 96 yards, c'est énorme. On a vu un 3 sur 3 sur quatrième tentative. Dan Campbell, qui, tu parlais de culture, qui a l'habitude d'aller tenter ses quatrièmes tentatives, même quand c'est un peu chaud, et il l'a fait, et ça a marché. On a vu des trick plays aussi. On commence en effet à revoir les Lions, mais voilà, à la sauce 2025. Donc c'est plutôt très intéressant. Et puis voilà, il y a ce duo de running back, Jahmyr Gibbs, David Montgomery, qui est plutôt incroyable. Et c'est vrai que on caricature souvent en disant peut-être que Jahmyr Gibbs c'est la vitesse à l'extérieur et David Montgomery c'est peut-être un peu la puissance entre les tackles, comme on dit, et David Montgomery sur ce match-là, Mhm. il prend 150 yards et notamment entre les tackles. Et les Ravens, ils n'ont jamais réussi à arrêter ce jeu de course qui était entre les tackles. On sait que Matt Dubuquet était absent, ça a pu peser, mais Baltimore a été vraiment, dans le milieu de cette ligne défensive notamment, a été vraiment en grande difficulté pour arrêter ce jeu au sol. Oui, tu l'as dit, tu as l'absence de Madubuike qui forcément a un impact sur le jeu au sol, donc le defensive tackle des Ravens absent sur ce match qui a un impact. Après, ça justifie pas et ça excuse pas tout non plus, c'est certain. Les Ravens, comme tu l'as dit, ont jamais trouvé d'un point de vue, j'ai envie de dire, défensif et en termes de schéma, la façon de bloquer ce jeu de course à l'intérieur de la part des Lions. On n'a pas beaucoup plus rempli la boîte, peut-être parce qu'on craignait beaucoup de play action, on avait peur d'être exposé en profondeur face aux vitesses d'un Jameson Williams, d'un Amon-Ra St. Brown, si jamais on se mettait à trop remplir la boîte pour bloquer le jeu de course. Donc j'ai
j'ai l'impression que Baltimore a un peu en permanence dansé sur un pied, ne sachant pas très bien sur quoi ils devaient vraiment défendre, et ils ont fini par exploser défensivement dans toutes les largeurs. Donc, et rajouter donc à ces errements qui, à mon avis, sont peut-être liés un peu au schéma. J'ai quand même aussi eu l'impression que la ligne défensive des Ravens était totalement dominée physiquement. Et vraiment, la ligne offensive des Lions, pour moi, était capable. Et d'ailleurs, les deux drives que tu mentionnais de plus de 90 yards, il y en a un qui fait quasiment 9 minutes de mémoire de possession, enfin, assez monstrueux. Et c'est cette intensité physique auquel aussi Baltimore n'a pas su répondre avec des linemen offensifs qui ont totalement dominé chacune des poussées, on va dire, de leur part. Honnêtement, j'ai rarement vu les Ravens se faire bouger physiquement de la sorte. Parce qu'en plus, on parlait de culture. La culture Ravens, et depuis Harbaugh, et puis voire même avant, c'est quand même une culture du physique, une culture de cette AFC Nord. Et Hmm. c'est vrai qu'on les a rarement vus se faire bouger comme ça. Il va falloir surveiller. Mais ça montre que les Lions sont capables de le faire aussi. Et ça, c'est bien pour ce qui peut arriver pour eux dans le futur. On sait qu'ils pourraient affronter les Eagles, notamment, qui sont aussi très physiques. Donc, c'est vrai qu'il faudra le voir. Les Ravens, de leur côté, en attaque, ils ont perdu aussi encore des ballons. Encore un fumble de Derrick Henry qui est pas forcément un bon signe. On sait que c'est un quarterback, un running back pardon, qui perd très peu de fumbles. Et là, il en a perdu deux. On se rappelle de celui qui perd contre les Bills, qui tourne le match, qui fait tourner le match aussi. Donc c'est vrai il faudra surveiller ça. Mais tu le disais, les lignes ont dominé et de l'autre côté du ballon, la ligne défensive des Lions a aussi dominé la ligne offensive des Ravens. Tout n'a pas été parfait, mais il y a eu beaucoup de pression sur Lamar Jackson, il s'est fait saquer à 7 reprises. On sait que c'est dur de Hmm. saquer Lamar Jackson. Là, il y a eu de la pression, il y a eu un Aiden Hutchinson qui a été bon. Ça aussi, c'est bon signe pour les Lions. C'est bon signe parce que pour le coup, autant l'attaque, on l'avait déjà retrouvé la semaine dernière du côté de Détroit, autant la défense, on attendait un peu de voir contre un gros adversaire. Et là, c'était le cas. Alors elle prend des yards, mais en même temps, sincèrement, toutes les équipes prendront des yards contre Baltimore globalement. Enfin, il y a un moment, tu peux pas mettre Baltimore sous 100 yards. Enfin, ça n'arrivera pas. Donc, l'important, c'est cette capacité à faire des jeux clés au moment où il faut face à Baltimore. Et là, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Hutchinson, tu l'as dit, est bien revenu. Au total, c'est 20 pressions de mémoire sur la match Jackson, 7 sacs et 20 pressions. Et surtout, peut-être une des stats qui, à mon sens, est hyper importante, notamment quand tu joues le duo d'Eric Henry et Lamar Jackson, c'est seulement 4 plaquages manqués par les Lions. Et ça, là-dessus, en défense, c'est vraiment un facteur pour moi qui peut faire la différence quand tu joues Baltimore et qui, sur ce match-là, fait la différence. C'est notamment quand Lamar Jackson commençait à essayer de sortir de la poche, il a jamais réussi à casser un plaquage. Tout de suite, le joueur des Lions, ok, il prenait un peu de yards, mais le plaquage était réussi. Ça évite que Lamar Jackson parte sur 15-20 yards, s'échappe. Pareil pour Derrick Henry. Et donc, ce sérieux défensif qu'on a eu du côté des Lions, ça a clairement été un des facteurs de la victoire. Et on regarde les statistiques de Lamar Jackson, c'est 21 sur 27, 288 yards, 3 touchdowns, 7 courses, 35 yards, mais comme tu le dis, ça a bien été géré. Alors oui, on sait contre les Ravens, on va prendre des points. Les Bills ont pris beaucoup de points, mais ont gagné le match. Et ça fait d'ailleurs 2 défaites pour les Ravens. On Mm. sait qu'il y a un calendrier démentiel pour les Ravens. Ils vont jouer les Chiefs la semaine prochaine. On va pas faire la preview maintenant, mais ça veut dire qu'il y a une des deux équipes qui sera à 1-3 au bout de 4 matchs. Donc c'est démentiel. Il y a Marc Andrews qui revient bien sur le passing Mm. game, sur le jeu de passe, ce qui est plutôt un bon point. Est-ce qu'on est inquiet pour les Ravens? Je l'ai dit, 2 gros matchs, 2 défaites, des autres gros matchs qui arrivent, ou c'est juste que pour l'instant il y a meilleur qu'eux, mais on se fait pas trop de soucis pour Baltimore. Je suis pas encore inquiet. Certes, il faut surveiller cette défense. Il faut elle reprenne vie. Elle encaisse trop de points. Elle a encaissé ouais, déjà quasiment une centaine de points, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas 90, entre 90 et 100 points en 3 matchs. Les- je demande encore un tout petit peu à voir parce que c'est vrai que sur ce début de calendrier, tu l'as dit, il y a quand même les Bills et les Lions qui sont deux des meilleures attaques de la ligue. Donc on aurait aimé du côté de Baltimore sans aucun doute que la défense prenne moins de points, mais le fait est qu'ils en ont pris autant face à deux très bonnes attaques. Je pense que ça va se rééquilibrer. Donc je suis pas encore inquiet, mais moi c'est vraiment l'aspect défensif qui pour le coup reste quand même à surveiller. Le futur calendrier des Ravens, c'est Chiefs, Texans, Rams, donc c'est pas évident. On verra pour les Mm. équipes, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour les Lions, ils joueront les Browns la semaine prochaine à domicile, un match qui est censé être à leur portée. Encore que, on verra parce que les Browns peuvent être surprenants. Ouais. Bon, on va en parler. Les Ravens, je l'ai dit, iront à Kansas City. Justement, on va parler de ces adversaires des Ravens la semaine prochaine parce que eux ont réussi enfin, j'ai envie de dire, à ouvrir leur compteur sur cette saison de NFL, une victoire 22-9 face à un adversaire qui était plus limité
limité que leurs deux premiers adversaires, les Giants de New York. Mais bon, ça n'a pas été facile pour autant. La défense a fait le travail avec une interception et une belle solidité dans la zone rouge, notamment. L'attaque a toujours été plutôt poussive dans ce match-là. Elle a finalement trouvé la faille en deuxième période avec deux touchdowns dans le troisième et le quatrième quart-temps. Mais est-ce que je suis dur, Raph, si je dis qu'on n'est toujours pas rassuré par les Chiefs au niveau global, même si la défense est toujours bonne, mais l'attaque, elle est toujours aussi poussive. Et c'est vrai que c'est pas rassurant pour le coup, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce que t'en penses? Je te rejoins complètement. Je trouve que c'est une victoire où il rassure pas grand monde. Alors, ça rassure peut-être parce que le compteur victoire est ouvert, mais l'impression reste quand même très moyenne. On a une attaque qui continue de patiner, pas de jeu au sol, une ligne offensive assez permissive. Un Patrick Mahomes, pour le coup, sur ce match, que j'ai trouvé encore une fois assez imprécis, notamment dans le jeu en profondeur, mais je lui accorde quand même le fait que c'est un vrai gagnant et il est clutch à certains moments quand il l'a fallu. Il empêche quand même Bobby Okereke d'aller marquer un touchdown défensif en allant le plaquer et en forçant le fumble. Oui, sur un Et ballon oui, mais bon, c'est sur une action qui c'est est quand pas même mal Checo. gérée. Ouais, C'est pas mais Checo. il y en a une, il y en a une précédemment. Il y a deux passes qui ressemblent pas à Patrick Mahomes, je trouve. Il y a deux passes Oui, qui font fumble, je le trouve imprécis. Autant je l'ai trouvé très bon sur les deux premiers matchs, malgré le fait que l'équipe était en rodage. Autant sur ce match-là, je l'ai trouvé vraiment plus en difficulté sur la précision. Oui, il a le mental de gagnant, ça c'est sûr. Et je suis d'accord avec toi. Mais bon, si d'un quarterback, on est rassuré, ou en tout cas on est ravi parce qu'il va chercher un ballon dans les mains d'un non. linebacker. Non, 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 bien sûr, on n'est pas ravi de ça, mais si tu veux, il y a quand même des actions clutch de sa part. Il y a ça, il y a l'action où il sort quasiment plus de 10 secondes hors de sa poche, il se donne le temps pour aller chercher une passe en profondeur qui finalement est un flag qui derrière met les... Je suis d'accord, c'est très loin des standards qu'on attend de Patrick Mahomes, ou plutôt même globalement, j'ai envie de dire, des standards de l'attaque des Chiefs. Mais c'est pour ça que je voulais pas trop le critiquer, parce que je trouve malgré tout qu'il a sorti les deux trois actions clés qui ont permis à Kansas City de l'emporter parce que sincèrement, sans ces actions clés, je suis pas sûr qu'il le remporte tant que ça ce match. Et d'un autre côté, il y a quand même deux interceptions. J'ai deux images en tête, notamment une dans la end zone des Giants, de ballons qui sont complètement Bah, relâchés oui, par à Debo. C'est à Debo Ouais, de mémoire qui c'est les ça. relâche, ouais. Ça doit être une interception. Et là, c'est Hmm, plus la même histoire. Lui, il c'est termine vrai. 22 sur 37, 224 yards, un touchdown, aucune interception. C'est vrai. On peut pas refaire le match. Il n'y a pas d'interception sur cette feuille de stats. Il n'y a pas d'interception. Ils ont qu'à faire les interceptions en face. Mais c'est vrai que l'impression visuelle, en tout cas, me rassure pas. Et T'as raison. depuis 2 semaines, c'était l'équipe qui me rassurait pas. Mais j'avais Patrick Mahomes euh, qui restait quand même très performant. Là, je dis pas que c'est devenu un quarterback moyen. Je dis juste que lui non plus, dans ce contexte-là, me rassure pas particulièrement. Maintenant, c'est une victoire pour eux. On sait qu'il y a des blessés, notamment en attaque. C'est jamais évident. Il y a beaucoup de pénalités aussi. 8 pénalités, 85 yards de perdu. Donc c'est vrai que c'est pas évident de gérer ce contexte-là. Il va y avoir un gros match contre les Ravens la semaine prochaine. Donc c'est bien d'avoir Hmm, gagné, mais voilà, à surveiller, je suis d'accord. Et puis surtout, là aussi, et peut-être c'est là la différence, c'est qu'à Patrick Mahomes, on attend de très hauts standards. Et peut-être que tu parlais d'ailleurs oui. des standards de l'attaque des Chiefs, mais peut-être qu'il faut qu'on balaye ces standards-là, parce que ça fait quelques années quand même que c'est plus ces standards-là. Ça l'a été, mais peut-être que ces standards-là commencent à remonter plus que... Et les standards sont peut-être ceux de l'année dernière, ceux de l'année d'avant. Donc bon, c'est... Tout ça est plus de la psychologie qu'autre chose, mais à surveiller. Puisqu'on parle d'attaque, on va parler un tout petit peu des Giants aussi, puisqu'il y avait une équipe en face quand même, les Giants. Ça a été là pour le coup très compliqué en face. La semaine dernière, il y avait eu beaucoup de points, on se rappelle, face aux Cowboys. Là, il y a eu quasiment aucune Ouais. passe en profondeur. Ça veut plus dire peut-être que la défense des Cowboys était nulle, on en parlera. Que l'attaque était bonne. Malik Neighbors c'était à 2 sur 7, 13 yards, là où la semaine dernière, il avait fait plus de 160 yards, je crois. Donc c'est très compliqué en attaque pour les Giants. C'était extrêmement compliqué parce que quand t'as ouvert sur le match, c'est vrai que t'as parlé d'une belle prestation défensive des Chiefs, mais je trouve qu'elle est quand même rendu facile par l'attaque en face. Et franchement, un coordinateur du niveau de Spaniolo a pas besoin de beaucoup se forcer son talent pour battre cette attaque des Giants. Ouais, c'était catastrophique. Le jeu de passe en profondeur, on a l'impression que Russell Wilson, maintenant, c'est sa seule bouée de sauvetage. C'est quand il arrive à viser en profondeur, ce qu'il a pu faire contre les Cowboys, ce qu'il n'a pas du tout réussi sur ce match. C'était assez catastrophique. Il se fait intercepter, notamment à chaque fois, deux fois quand il vise la profondeur. Et donc Russell Wilson est mauvais et je trouve que le play calling aussi n'aide pas franchement l'équipe. Enfin, les appels de jeu, il y a cette séquence assez lunaire où
où ils sont devant la end zone et ils font quatre tentatives, donc trois tentatives de passe. Russell Wilson lance complètement en tribune. Sur les trois tentatives de passe, t'as deux fois où les coureurs, enfin les receveurs font des tracés verticaux. Vraiment, enfin, c'est assez incompréhensible. Il y a pas vraiment d'ingéniosité. J'ai aussi en tête une nouvelle fois quand ils sont en red zone où on fait sur une troisième et quatre de mémoire un run design pour Wilson, une course appelée pour Wilson. Bon, je sais pas si en 2025 c'est le jeu le plus pertinent de l'histoire. Pour moi, là encore une fois, on voit quand même que, ok, il y a un problème Russell Wilson qui est pas au niveau, mais il y a quand même un gros problème de coaching à New York. Tu es en train de dire que c'est pas toujours une bonne idée de faire lancer Russell Wilson juste devant la end zone. Pourtant, dans l'histoire, ça a toujours. Je chambre. Je chambre, bien entendu. Vous aurez compris la référence. Il y a eu des We Want Dart, hein, le quarterback remplaçant, Mhm. dans les tribunes des Giants. La semaine dernière, on se disait qu'il y avait 450 yards. Il s'était acheté quelques semaines de repos, Russell Wilson. Il s'est peut-être acheté que quelques jours, finalement, parce que là, la pression revient sur lui. Et c'est vrai que c'est très moyen. C'est très moyen. Tu parlais de coordinateurs défensifs qui n'ont pas besoin de sortir le meilleur plan pour le contrer de la part de Steve Spagnuolo. Qu'est-ce que ça veut dire de Matt Eberflus, le coordinateur défensif Ouais. des Cowboys qui la semaine dernière a galéré. En tout cas, la défense, elle, a été plutôt bonne, même si l'attaque des Chiefs a ses soucis. La défense des Giants a été plutôt correcte. En tout cas, le front seven, on en parlait en début de saison, il est de mieux en mieux, je trouve. Je sais pas si tu n'as pas l'air particulièrement d'accord avec moi, mais Kevin Thibodeau est de mieux en mieux. Brian Burns a été partout. J'ai trouvé Abdul Carter qui commence à vraiment prendre ses marques. Je trouve que le front seven est pour le coup assez solide. Oui, c'est solide. J'avoue que j'en attends encore plus, vu les hauts choix qu'il y a sur ce front seven. Burns, d'ailleurs, c'est un peu blessé en cours de match. Je sais pas trop si quelle suite sera pour lui, mais c'est pas mal. Non, non, mais c'est un front seven pas mal solide et qui effectivement a une vraie marge de progression. Maintenant, je trouve que c'est un peu limité encore par rapport au potentiel. Et le souci, c'est que vu les questions de coaching dans cette équipe, je ne sais pas s'ils sont mis dans les meilleures dispositions pour briller, en fait. En tout cas, oui, ils sont à aucune victoire. Brian Daboll qui n'a toujours pas gagné cette saison avec les Giants 0-3. Les Chiefs, eux, ont ouvert leur compteur et ils joueront face aux Ravens, je l'ai dit, les Giants joueront face aux Chargers. Donc ça sera un gros match pour les Giants aussi. Pour la suite, on va parler d'une équipe qui a perdu pour la première fois. C'est peut-être le résultat le plus surprenant de la journée. Si on me l'avait dit avant, j'aurais eu du mal à le croire. Il y en a d'autres, mais celui-là, entre les Packers et les Browns, la victoire de Cleveland à domicile 13-10 face aux Packers. Les Browns n'avaient pas gagné encore cette saison, les Packers n'avaient pas perdu. Et bien désormais, les séries se sont arrêtées. Il a fallu un field goal de 55 yards pour finir la rencontre pour les Browns, quelques secondes avant la fin du match. Pourtant, ils étaient menés 10-0 dans les 4 dernières minutes de ce match-là. Ils ont réussi un field goal, une interception. Ils ont réussi à bloquer un field goal adverse. Vous allez voir, c'est un peu le thème de la semaine. Mhm. Et marquer un field goal dans ce match-là. Les Browns gagnent, 13-10, c'est bien, mais est-ce qu'on peut dire que les Packers ne doivent jamais perdre ce match? Les Packers ne doivent pas le perdre, effectivement. Ils sont globalement plus complets que les Browns. Ils ont un peu plus d'éléments forts. Et surtout, ils mènent assez facilement. Et oui, l'attaque explose pas, etc. Et on y reviendra. Il y a eu un vrai souci sur ce match, sur la pression, la ligne offensive. C'est clairement là-dessus qu'ils perdent en partie le match. Mais c'est vrai que malgré ça, ils avaient de l'avantage. Ils doivent pas se laisser avoir comme ça. Même sur le tout dernier drive, après le field goal bloqué, ils sont quand même d'une certaine naïveté sur le jeu appelé et sur comment ils se font remonter par les Browns. Donc oui, c'est quand même une défaite vraiment pas bonne. Après, d'un côté, est-ce que c'est pas bien de retomber sur terre dès maintenant? De calmer un peu tout le monde parce que quand même ça s'enflammait du côté de Green Bay. Dans la semaine, il y a Quay Walker qui disait on a la capacité d'être invaincu de la saison, tout ça. Ça s'emballe après deux matchs. Tu Rideau. redescends, tu redescends face aux Browns. Peut-être que des fois, tu sais, c'est la petite claque qui remet l'esprit en place et peut-être que c'est pas plus mal. La semaine prochaine, ils joueront face aux Cowboys de Micah Parsons. Donc, en tout cas, ils joueront face à l'ancienne équipe de Micah Parsons. Ça va être sympa. Mais c'est vrai que sur ce match-là, comme tu le dis, ça a été compliqué. Et notamment, offensivement, la ligne offensive Hmm. qui a empêché, on va dire, ou en tout cas qui a permis très peu de jeux au sol de se développer. On sait que les Packers en ont besoin, qui a autorisé beaucoup de pression sur Jordan Love. Et c'est vrai que du coup, ça complique les choses. On sait que les Browns ont quand même un front seven ou une ligne défensive qui arrive à mettre beaucoup de pression. Ils l'ont fait déjà depuis 2 semaines, c'est la troisième. Mais c'est vrai que ça les a empêchés de gagner ce match, en tout cas, c'est un minima.
Oui, ça a vraiment ralenti et cassé la machine offensive, c'est peut-être un grand terme, mais cassé la dynamique offensive des Packers. Jordan Love, il est sous pression sur 42% de ses tentatives de passe. Il encaisse 5 sacs dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Il faut rajouter qu'en cours de match, tu as la blessure sur la ligne offensive de Zach Tom et Aaron Banks. Deux linemen offensifs au cours d'un match, c'est jamais évident à gérer quand même en termes de changement, de remplacement. Et quand en face, tu as un Miles Garrett qui était encore une fois à un très très haut niveau, encore une fois déchaîné, où on a même vu des séquences où à 2-3, il fallait quasiment 3 joueurs de Green Bay pour l'empêcher de mettre une pression, ce qui mécaniquement libère de l'espace pour les autres. Oui, ça a totalement fait dérailler l'attaque des Packers. Et tu as raison de ajouter sur le jeu au sol où on voit que Josh Jacobs n'a pas toujours 150 yards par match, mais sa capacité à prendre 20 portées par match, à gagner 80, 100 yards à chaque fois fait beaucoup de bien à cette équipe. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est toute l'attaque des Packers qui est vraiment tombée en dedans. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi faire de cette victoire pour les Browns. C'est bien, ils gagnent ce match-là, un match qui, comme je l'ai dit, sur le papier aurait pas dû forcément gagner, sur la physionomie aurait pas dû Hmm. forcément gagner. Ils remportent ce match, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que je sais pas s'ils peuvent viser les playoffs, je sais pas si. Alors on veut toujours gagner en NFL, mais c'est toujours un peu particulier. Mais Joe Flacco est toujours là, il fait pas tout bien, mais il permet en tout cas d'orchestrer ce drive qui va mettre le field goal, d'être toujours dans le match là, face à une grosse défense quand même. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier pour les Browns, je sais pas trop quoi en faire de cette victoire. Ouais, c'est sûr qu'on sait pas quoi en faire, mais finalement, elle arrive aussi un peu parce que c'est quand même une équipe qui a des bons joueurs, notamment en défense et quand même à certains postes de l'effectif. C'est une équipe, Kevin Stefanski a ses torts, mais elle est quand même pas si mal coachée que ça. Jim Schwartz est un bon coordinateur défensif, donc le problème, c'est à un moment, quand tu as des coachs corrects, tu gagnes des matchs en NFL, tu peux pas tous les perdre parce que tu as un bon coaching, parce que tu as des joueurs de talent. Forcément, tu vas en gagner. Alors, peut-être pas contre les Packers, on était d'accord, on s'y attendait pas forcément, mais ils vont forcément gagner, donc tu es obligé de les prendre, ces victoires-là. Allez, la bonne nouvelle, c'est quand même Judkins, le rookie coureur, qui s'est montré vraiment intéressant pour son premier vrai gros match avec beaucoup de portée. Écoute, moi je pense qu'il faut la prendre quand même, cette victoire. De toute façon, t'as pas le choix, elle Ouais, est là. Donc, oui, oui, vaut mieux la prendre. Après, on sait jamais, hein, ça peut déclencher quelque chose. C'est vrai que je suis sceptique sur la suite, mais on sait jamais. Il y aura les Lions la semaine prochaine. Sur le papier, là encore, c'est censé être une victoire pour l'adversaire, mais je suis curieux aussi de voir cet affrontement entre la défense des Browns et hmm. et l'attaque des Lions, qui va pas être une partie de plaisir pour les Lions. Donc, ça sera à vérifier. Et donc, avec cette défaite des Packers, notamment, il n'y a plus que 6 équipes invaincues en NFL. Et parmi ces 6 équipes, la plus surprenante, on parlait de surprise tout à l'heure, c'est peut-être celle qui se trouve dans l'Indianapolis. Je te vois sourire parce que les Colts viennent d'enchaîner une troisième victoire en autant de matchs, grâce cette fois à un succès face aux Titans, adversaire de division, 41-20 face à Tennessee. Ils ont rapidement pris le score et ils se sont envolés dans le troisième quart-temps. C'est un peu les Colts, le tube de l'été en septembre, Hmm. clairement, Raph. Sur ce match, c'est notamment Jonathan Taylor qui s'est amusé avec 102 yards et 3 touchdowns. Qu'est-ce qui se passe? Ça vise. Alors, pour faire un petit spoil, c'est le débat de la semaine dans la preview demain. Donc, on va pas trop s'épancher sur les Colts, mais sur ce match-là, quand même, ils se sont, comme je le dis, ils se sont envolés. Ils ont fait tout bien face à un adversaire qui était plus faible qu'eux. Et ils se donnent des victoires faciles et ils continuent d'être invaincus. Oui, oui, il continue d'être invaincu. Comme tu dis, c'est le tube de l'été indien, là même, de cet été qui se prolonge en septembre. Euh, Et l'été pour toi, on le rappelle, tu es dans l'hémisphère sud, hein. Est-ce que tu arrives sur l'été? non, j'arrive sur la saison des pluies, moi. Ah, ok, bon, c'est J'ai pas. saison des pluies et saison sèche. J'ai Attention au plus. col. Attention au col, si on est plus, ça pourrait tomber. Les interceptions peuvent tomber avec Daniel Jones. Bon, voilà, bref. C'est ça. Non, non, mais écoute, ils font tout bien. On en avait parlé la semaine dernière. Un des points forts, c'est cette attaque équilibrée qui alterne très très bien entre la course et le sol. Enfin, entre la course et le jeu aérien, on le voit encore. Tu as 25 passes de Daniel Jones, 28 courses pour Jonathan, enfin pour le jeu au sol de manière globale. Franchement, c'est extrêmement bien coaché, je trouve, offensivement. Les appels de jeu sont bons. Daniel Jones est un bon game manager. Il est en train je trouve toute proportion gardée, il est en train de ressembler au Jared Goff de quand il arrive à Détroit, où il est mis dans un système offensif qui d'abord, dans un premier temps, met en avant les premières lectures, facilite les premières lectures avec des joueurs ouverts, et donc ça aide, et qui après progressivement met de plus en plus d'éléments dans le jeu.
Et je trouve que c'est en train de ce qui est arrivé à Daniel Jones, à cette attaque d'école, donc c'est très positif. Et défensivement, bah, l'ancien coordinateur de Bengals, Lou Anarumo, fait quand même un taf pas trop mal avec cette défense et ses joueurs. C'est une défense des Colts qui a progressé par rapport à l'an dernier, donc tout le monde progresse un peu. Et ce qui fait qu'ils sont à 3-0. Là, en plus, ils ont la chance de rencontrer un adversaire largement à leur portée. Donc, c'est bien fait, c'est bien coaché. Je sais pas jusqu'où ils vont, mais voilà. En tout cas, ils y vont. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que Daniel Jones devient un game manager alors que à New York, c'était peut-être l'anti-game manager qui perdait beaucoup de Ouais. ballons. Et je suis d'accord avec toi, il est bon, il se sort de situation, il est bon avec ses jambes, il les utilise quand il le faut. Là, sur ce match-là, il score sur 6 drives des 8 qu'il a orchestrés, parce qu'on a même vu Anthony Richardson qui est rentré tellement ils étaient larges, les Colts. On a vu le punter aussi. Sachez que le punter, on ne l'avait pas vu depuis 3 semaines. C'est le premier punt des Colts cette saison. Il s'appelle Rigoberto Sanchez, on l'a vu. Je me dis, ah, mais il y a un punter quand même dans cette équipe-là. Donc c'est fou de se dire ça à propos des Colts. On en fera un débat demain, voilà, pour dire avec Victor où est-ce qu'ils peuvent aller. On va parler plutôt des Titans désormais. Paradoxalement, Cam Ward qui lance ce pick 6 en tout début de match, qui met un peu la tête sous l'eau de son équipe, mais je trouve que c'est clairement pas le plus mauvais dans son équipe. Il n'est pas aidé par sa ligne offensive. Il y a ses receveurs qui dropent beaucoup de passes. Moi, je trouve que on a tendance peut-être à lui tomber dessus parce qu'il est rookie, parce il est épié et parce qu'il y a ce pick six. C'est une erreur de rookie, certes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs autour et c'est vraiment pas le premier chantier, le quarterback désormais. Non, non, t'as raison. Il est pas le plus mauvais de son équipe, clairement. Il fait même moins d'erreurs que des joueurs avec plus d'expérience que lui dans cette équipe. Et je pense que le plus mauvais de cet effectif, il est sur le banc. Et qu'il est là le fond du problème. Il est là, Bryce Callahan, pour ne pas le nommer. Quant à Michael Pittman, pour ceux qui l'ont pas vu, qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, Michael Pittman, qui est receveur des Colts, qui sort en conférence d'après-match et qui dit j'ai l'impression que les Titans ne voulaient pas jouer. Quand un adversaire sort ça de ton équipe, enfin de l'équipe d'en face, tu sens qu'il y a qu'il y a un problème. Bryce Callahan, dans la foulée du match, l'équipe a été encore beaucoup pénalisée. Il dit on a tout essayé j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire. Enfin, bref, je pense qu'on en est qu'à 3 matchs, mais que la situation est déjà en train de complètement couler du côté des Titans. C'est pour moi le souci est là, il est sur le banc et que il va falloir passer à autre chose. Je pense qu'il a chaud. Je pense qu'il a chaud, je suis Ouais. d'accord avec toi. Il y avait 23 pénalités avant ce match-là, il faut en rajouter 8. Quand on a un entraîneur qui dit je ne sais plus quoi faire, c'est vraiment un signe Mm. pour dire qu'il a baissé les armes. Il y a encore une gestion de la fin de la première mi-temps qui est catastrophique. Je ne vais pas rentrer dans le Ouais. détail, vous pourrez la regarder, mais il prend un temps mort et son équipe, pour prendre un field goal dans la foulée, son équipe fait un delay of game, va au bout du chrono. Donc ils prennent un field goal de très loin qui est bloqué, ils prennent 3 points dans l'autre sens. Bon, voilà, si vous voulez regarder, mais c'est catastrophique comme gestion. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et au milieu de ça, Cam Ward, malheureusement, il essaye de surnager. Il fait pas tout bien, ça c'est vrai. Mais il y a un peu de talent dans cette équipe-là et c'est vrai qu'il va falloir changer. Va falloir peut-être changer rapidement, à voir. À voir, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Brian Callahan, il a chaud. C'est l'un des coachs qui a peut-être le plus chaud, peut-être avec un coach notamment du côté de la Floride qui a joué jeudi soir. Là aussi, pour pas le nommer, on verra. Mais bon, à voir. Les Titans jouent les Texans la semaine prochaine à Houston. Les Colts jouent à Los Angeles, donc ça va être sympa de voir les Colts qui jouent à Los Angeles face aux Rams, je précise. Ça va Mm. être un match sympa pour voir justement jusqu'où ils vont. Et justement, les Texans, puisqu'on reste dans la FC Sud, c'est la crise. À Houston, il n'y a toujours aucune victoire pour les Texans. Après 3 matchs, cette fois, ils s'inclinent face à un adversaire de division. L'autre, le dernier, les Jacksonville Jaguars, une défaite 17-10 dans une rencontre qui a été quand même très défensive. Houston a réussi à égaliser au milieu du quatrième quart-temps avec un touchdown de 50 yards de Nico Collins, pardon. C'est le seul de la partie pour les Texans. Mais les Jaguars ont réussi ce qu'ils n'ont pas réussi à faire la semaine dernière, c'est-à-dire terminer le match, sécuriser la victoire. Ça a été un touchdown de Travis Etienne dans les 2 dernières minutes et une interception dans le drive défensif qui a suivi pour rester en positif pour les Jacksonville Jaguars. On a bien cru, Raph, que les Floridiens allaient faire comme la semaine dernière, lâcher le match alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Il y a eu des drops, il y a eu des oublis défensifs, il y a eu un Trevor Lawrence qui n'a pas toujours été parfait, mais ils ont été clutch cette fois-ci. Et ça, c'est déjà une progression. Oui, 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 ils ont été clutch et clairement pour Liam Cohen, le nouveau coach, c'est important d'aller remporter ce match et de pas retomber dans le piège de la semaine dernière, comme tu le disais. Ils ont fait un match correct, qui est pas un grand match, hein, clairement, faut pas non plus. Il y a encore pas mal de travail du côté de Jacksonville, mais comme tu le dis, il y a déjà des petits éléments en place, ce jeu au sol retrouvé, cette ligne offensive qui est quand même correcte du coup.
Les receveurs, il y a pas mal de drops, il y a 5 drops, mais d'un autre côté, il y a 138 yards gagnés après réception par les receveurs sur les 222. Donc, tu as quand même des mecs qui, ok, attrapent pas tout le temps le ballon, mais une fois qu'ils l'attrapent, arrivent à créer quand même quelque chose. Donc, c'est déjà pas si mal, j'ai envie de dire. Euh, et cette défense qui est un Trevon Walker encore plutôt bon. Donc, oui, il y a des bonnes bases du côté de Jacksonville. C'est en train de prendre place petit à petit. Il faut laisser le temps à cette équipe. De toute manière, je pense que c'est l'ambition. Il n'y avait pas beaucoup d'ambition sur cette saison, particulièrement à Jacksonville. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Peut-être. Mais en fait, non, il y a peut-être pas beaucoup d'ambition, mais peut-être que l'ambition va arriver. Les Oui, Texans sont à 0-3, je l'ai dit. Alors certes, les Colts sont à 3-0, mais on peut considérer que ça peut ralentir. La division, oui, si oui. elle se joue pas très haute, les Jaguars peuvent y arriver. Ils sont à C'est vrai. 2-1. Ça progresse un petit peu, il y a du talent. Donc je suis d'accord avec toi qu'au début de saison, c'était peut-être pas l'ambition, nouveau coach, nouveau général manager, on le rappelle. Mais peut-être que l'ambition viendra en mangeant, comme on dit. Donc on verra. Pardonnez-moi cette mauvaise blague. Mais voilà, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il y a une défense qui provoque des turnovers, ça aussi c'est une bonne chose. Il y a 2 interceptions, un fumble sur ce match-là. Ils sont à 9 balles perdues provoquées en 3 matchs. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a une grosse pression qui est mise sur le quarterback. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, mettre une pression sur le quarterback quand on joue face au Houston Texans, c'est un peu facile. J'ai l'impression, la ligne offensive, elle est toujours autant en galère, si je peux me permettre. Il y a un 4 sur 15 sur troisième tentative, 2 interceptions dans le quatrième quart-temps de CJ Stroud. Où vont les Texans sur ce match-là? C'est encore très compliqué, c'est encore très symptomatique. Je sais pas où ils vont, pour être honnête, c'est quasiment le même match que la semaine 1 et que la semaine 2 de la part des Texans. On est grosso modo sur trois copier-coller. Une défense qui fait ce qu'elle peut pour maintenir l'équipe dans le match et une attaque qui coule avec une ligne offensive incapable de limiter la pression. Il y a encore 20 pressions subies par CJ Stroud. Un jeu au sol enfin complètement disparu et abandonné même très tôt, j'ai trouvé. Enfin, ils se sont très vite mis à plus trop courir alors que le jeu au sol était un peu au-dessus de 4 yards par portée. Donc peut-être on aurait pu insister un peu plus. Et CJ Stroud, qui bah alors je sais pas, est-ce que c'est CJ Stroud qui est un peu moins bon, la ligne offensive qui est un peu moins bonne et tout le monde. En tout cas, il y a un cercle vicieux et à force d'être sous pression et d'être derrière une ligne offensive moins bonne, CJ Stroud est lui-même de moins en moins bon, je trouve. Il est de plus en plus imprécis, il prend de moins en moins les bonnes décisions. Par rapport à son année rookie où il est impressionné sur le peu de pertes de balles, là ça devient vraiment compliqué. Donc tout le monde est en train de se tirer vers le bas dans cette attaque et je sais. Et vu que tu viens de changer de coordinateur, je sais pas exactement quelle est la solution là. Ouais, ça va être compliqué. Et pour peut-être résumer ce que tu étais en train de dire, la ligne offensive autorise beaucoup de pression sur CJ Stroud, ce qui ne l'aide pas. Mais je pense que c'est pas le quarterback qui gère le mieux la pression Hmm. dans la ligue. Donc c'est vrai que ça n'aide pas ça du tout. Et c'est vrai que ça va falloir surveiller ça. Ça joue les Titans la semaine prochaine. Donc il va falloir vraiment gagner ce match-là parce que là, à 0-4, ça sera terminé. Et il faudra peut-être se poser des questions en effet sur le coaching staff à voir. Les Jaguars, eux, joueront les 49ers. L'occasion juste pour nous d'évoquer le fait que Nick Bosa a été annoncé out pour toute la saison. On n'en a pas parlé hier parce qu'on n'avait pas encore l'information. C'est un gros coup dur, encore une fois, pour les 49ers. Une toute petite réaction, Raph, avant de passer à la suite. Encore une fois, effectivement, gros, gros coup dur pour les 49ers parce que c'est le meilleur joueur de cette ligne défensive. Donc, il va falloir que Robert Saleh soit inventif pour que les rotations de joueurs sur la ligne défensive puissent à peu près apporter autant à plusieurs que ce que Bossa pouvait apporter tout seul. Ouais. Et c'est pas la première fois pour Nick Bosa d'ailleurs, les blessures. Donc Voilà. c'est vrai que malheureusement pour un joueur comme lui, qui peut faire de grosses différences, c'est toujours compliqué d'avoir une saison out et puis de devoir revenir après. Donc c'est pas évident et on voulait le noter. On va terminer justement pour faire le tour des équipes victorieuses en AFC. On va parler des Steelers qui affrontaient les New England Patriots. Ils se sont imposés 21-14, ce qui était un classique dans les années 2000-2010. Est devenu un match un peu compliqué à voir, hein. Je ne sais pas si vous regardez en entier, c'est un peu plus Ouais. compliqué à voir. Et d'ailleurs, j'ai dit que les Pittsburgh Steelers avaient gagné cette rencontre, mais j'ai quand même eu l'impression, pour ma part, que ce sont les Patriots qui l'ont perdu. Il y a eu 5 pertes de balles, 4 fumbles, une interception. On a eu même dans la zone, dans les 20 derniers yards, voire même dans la end zone, des pertes de balles. Les Steelers ont gagné ce match-là en gagnant 200 yards seulement, là où les Pats ont gagné 369 yards. Donc, moi, j'ai donné mon avis. Je veux le tien, Raph. Est-ce que ce sont les Steelers qui ont gagné ou les Patriots qui ont perdu? Je serais un peu de ton avis. J'ai l'impression que c'est quand même les Patriots qui l'ont perdu en se tirant des énormes balles dans le pied avec ces pertes de balles. Alors, bien sûr, la défense adverse les provoque aussi, etc. C'est à mettre à son crédit, mais 5, c'est vraiment beaucoup. T'as un Ramondre Stevenson qui fait 2 fumbles, qui est un peu trop coutumier du fait.
Et au-delà de ces pertes de balles, on peut même parler par exemple de Demario Douglas, le receveur qui en fin de match, plutôt que de se jeter pour obtenir la quatrième tentative, et on le rappelle, le football américain c'est un jeu de gagne-terrain et ça se joue à des fois à un inch, un petit centimètre, et il fait le geste, il recule pour tenter de faire un plus gros gain plutôt que d'aller juste chercher la première tentative. Bref, c'est plein de petites erreurs individuelles. Et finalement, ça m'étonne presque même pas que l'équipe qui en profite en face et qui gagne, c'est une équipe de vétérans comme les Steelers en fait. Pour moi, ce match, c'est vraiment les Steelers le gagnent parce que c'est des vétérans et c'est des joueurs expérimentés quoi. Parce qu'ils sont moins bons en attaque. La défense, il y a quand même pas mal de drives où la défense des Steelers où elle se laisse quand même bien dominer. Il y a ces coups de butoir qui créent les fumbles, mais il y a quand même des yards. Donc bravo aux Steelers, mais je te rejoins, les Patriots pour moi le perdent un peu comme des petits, ouais. Et c'est frustrant d'ailleurs parce qu'on a un McVrebel qui tente des choses. Il a tenté 5 quatrièmes tentatives. Ça change un peu par rapport à ce qui a été vécu à New England depuis quelques années. Il y en a 4 qui ont été réussis. Il y a un Drake May qui est plutôt bon, qui finit à 28 sur Mm. 37, 268 yards, 2 interceptions, 2 touchdowns, une interception. Il va à la course aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Il y a ces pertes de balles là. Après, il faut le coacher. On sait que Ramondre Stevenson a ses problèmes de perte de balles depuis un moment, le running back des Patriots. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit coachable, entre guillemets. Mais le reste, il faut le coacher. Pour les Steelers, écoute, ils sont premiers de leur division, en tout cas avec ce match-là, Ouais. à égalité avec les Bengals, dans une division qu'on a annoncée très compliquée. Ils sont pour l'instant premiers de leur division sans impressionner. Donc c'est à voir. Il y a des défauts dans cette équipe-là. Pour l'instant, ça avance. Juste un petit mot sur Aaron Rodgers, t'en parlais, 510 touchdowns pour lui. Il devient quatrième de tous les temps. Derrière Manning à 539, Drew Brees à 571 et Tom Brady à 649. Il y a un gap entre le deuxième et le Mhm. premier. Quand je regarde, je suis pas sûr que Aaron Rodgers dépasse Manning. Il restera, en tout cas, il est dans le top 5. Mm. Ça, c'est plutôt bien. Les Steelers joueront chez les Vikings la semaine prochaine. Enfin, recevront les Vikings, mais c'est à Dublin. Donc, ça C'est sera en ça. milieu de l'après-midi dimanche. Notez ça. Mais c'est un match à domicile. Mais c'est à Dublin. Les Patriots joueront les Panthers. On parlait tout à l'heure de matchs qui n'étaient pas vraiment serrés dans cette émission. C'est vrai qu'il y en a des matchs qui ne sont pas vraiment serrés. Mais si vous voulez un match serré chaque semaine, n'hésitez pas à aller regarder le match des Tampa Bay Buccaneers. Vous êtes à peu près sûr que vous aurez un match serré. Ça, c'est sûr pour la troisième fois de la saison. Il y a une rencontre qui s'est terminée dans les tout derniers instants. Alors, en tant que supporter de NFL, ça doit ravir tout le monde. Moi, ça me ravit à chaque fois que je vois un match des Buccaneers. Pour Todd Bowles, l'entraîneur, c'est peut-être un peu plus compliqué Mm. au niveau du cœur. Ils ont battu cette fois les Jets 29-27, l'ancienne équipe de Todd Bowles, justement. Ils pensaient avoir fait le plus dur dans le quatrième quart-temps avec une avance confortable, 23-6. Sauf que les Jets, eux, ont du caractère. Ils ont été menés par Tyrod Taylor sur ce match-là. Ils sont même repassés devant en toute fin de match avec un field goal bloqué qui a été retourné pour 50 yards. Je vous dis, c'est le thème de cette émission. Et puis Baker Mayfield est sorti de sa boîte avec la cape de héros, un peu comme toutes les semaines. Il a mis son kicker sur orbite avec un joli drive. Et puis les Buccaneers ont remporté ce match-là avec un coup de pied à la dernière seconde, encore une fois. Raph, on le disait la semaine dernière, cette équipe, elle est solide. Il y a un très bel effectif, mais on a l'impression qu'elle va jouer au niveau de son adversaire et que quoi qu'il arrive, ça sera un match serré. Souvent, ça gagne en ce moment, mais ça sera toujours un match serré. Bah, ça a l'air, en tout cas, depuis 3 semaines, effectivement, ils ont l'air de se mettre un peu au niveau de l'adversaire et de vouloir rester dans un match serré. Alors, est-ce que c'est Baker Mayfield qui veut continuer à prouver à Cleveland qu'en fait, c'était bien un quarterback clutch et qu'il fallait pas le laisser partir? Peut-être, autre débat. Mais non, non. Après, sur ce match-là, peut-être par rapport aux 2 dernières semaines, quand même, ils ont pris beaucoup d'avance à un moment du match. Ils ont vraiment eu le match en main et effectivement, ils se perdent un peu dedans dans le quatrième quart-temps de manière un peu incompréhensible. En attaque, ça avance plus beaucoup. La défense joue peut-être un peu trop soft au niveau des couvertures et peut-être un peu trop sur le reculoir et pas assez agressive comme elle l'a pu l'être en début de match. Ça a peut-être coûté ces quelques points. Et t'as encore une fois ce field goal retourné, bloqué, retourné Quelle action? qui est action de fou effectivement, dans un week-end où on a vu ça quasiment sur tous les terrains de NFL, on a l'impression. Donc il y a toujours ce petit truc presque un peu irrationnel. Mais je te rejoins, il y a un moment où peut-être quand même il va falloir que Tampa soit capable de gagner un peu plus sereinement. Alors bien sûr, tant que tu gagnes, c'est super, mais je- tu joues quand même un peu avec ton destin si tu as besoin à chaque fois du dernier drive du match pour aller l'emporter, quoi.
J'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Tu parlais de Baker Mayfield qui a peut-être envie de mettre, voilà, de montrer à Cleveland. Il fait deux fois là sur ce match-là, puisqu'il y a un field goal qui est bloqué, qui aurait pu les mettre à l'abri. Ils prennent ce touchdown dans la foulée. Il refait une deuxième fois. Alors il n'y a pas que lui, il y a le jeu au sol qui a été bon. Bucky Irving a été plutôt bon, mais c'est lui qui orchestre ce drive-là. Où est-ce qu'on met Baker Mayfield au bout de 3 semaines dans le classement de MVP? Je vais même reprendre cette Reposer ta question. question. Ouais, où est-ce qu'on le met dans le classement de Most Valuable Player? Parce que des fois, on oublie un petit peu ce que veut dire MVP. En tant que joueur qui a de l'importance pour son équipe, où est-ce qu'on le Ouais. met, Baker Mayfield? Bah actuellement, écoute, j'ai envie de te dire top 3. Top, C'est fou de ouais. dire ça. On n'est qu'à 3 semaines, hein, je l'entends, mais c'est Oui, fou de oui, dire ça. oui. C'est fou. Non, non, il a passé un palier et c'est vraiment à son mérite parce que on rappelle quand même que quand il arrive à Tampa et qu'il fait déjà une première belle saison, son coordinateur offensif c'est Dave Canales qui part. L'année suivante, c'est Liam Cohen qui part, qui trouve aussi un job. Donc il en est déjà à son troisième coordinateur offensif en 3 ans. Et lui, d'un point de vue individuel, ne semble continuer. Alors peut-être pas progresser, mais en tout cas, il ne régresse pas, ça c'est certain. Et il a atteint un très très bon niveau en tant que quarterback. Donc non, ce retournement de carrière est assez incroyable et oui, il est extrêmement valuable dans cette équipe qui a besoin de sa capacité clutch. C'est toujours dur à définir ce côté clutch et cette capacité à aller chercher un dernier drive, mais il est aussi mobile quand il le faut. Il arrive à sortir de sa poche et à aller gagner des jeux quand il le faut. Donc non, non, il est très complet et Il a du swag. il, Il a du swag aussi, ça aide. Ça aide il pour. a un certain, ouais, ouais, non, c'est vrai, ça aide. Non, mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, c'est pas Family qui a 19 sur 29, 233 yards, un touchdown, 4 courses, 44 yards. Mais c'est vrai que quand on regarde le match, et puis on le rappelle, il fait ça avec trois titulaires sur la ligne offensive qui sont absents par Hmm. rapport au début de saison. Mike Evans qui n'a pas été là dans le quatrième quart-temps, qui est blessé, il faudra surveiller. On le rappelle, Chris Goodwin n'est toujours pas là, il pourrait revenir. Il y a Emeka Egbuka qui arrive bien, j'allais dire qu'il revient bien, c'est un rookie, donc Hmm. qui arrive bien, mais c'est vrai qu'il fait ça avec des choses qui changent autour de lui, des coordinateurs offensifs qui changent, et c'est plutôt impressionnant. Aussi Todd Bowles qui est très bon. De l'autre côté, un tout petit mot sur les Jets qui y ont cru alors que cette victoire semblait improbable, menée par Tyrod Taylor. Ça a été un match bizarre pour les Jets, j'ai envie de dire. Match bizarre, mais qui, je trouve, rassure un peu sur Aaron Glenn, le nouveau entraîneur, et qui peut-être rassure un peu l'équipe après la grosse déculottée face aux Bills la semaine dernière, où vraiment ils sont passés à côté de A à Z. Là, ça montre quand même un certain caractère. Il y a quand même des joueurs qui arrivent, alors pas suffisamment par intermittence à fonctionner. On est d'accord, c'est pas encore bon, mais après, enfin, voilà, je trouve qu'il y a au moins un caractère qui est donné par Aaron Glenn à son équipe. Est-ce qu'il va le maintenir toute la saison? C'est pas, on verra. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais je pense que de toute façon, les Jets en sont là. Ils en sont en reconstruction. Donc, on peut pas non plus attendre beaucoup plus. L'ambition pour eux, à mon sens, cette année, c'est d'être dans tous les matchs. C'est d'être dedans et pas beaucoup plus. Créer cette culture, tu le disais, et que je parlais de swag pour Baker Mayfield. Si vous voulez voir du swag, n'hésitez pas à aller voir le petit pas de danse d'Aaron Glenn après ce touchdown, justement, ce kick bloqué de Will McDonald et ce touchdown. C'était surprenant. Je me suis demandé, mais c'est bien. Oui, c'était lui, c'est plutôt sympa. Pour la semaine prochaine, les Buccaneers joueront face aux Eagles. Donc là aussi, ça sera un gros match. Et je prends le pari qu'ils seront encore dans l'histoire. Ça sera serré. Je ne sais pas s'ils gagneront, mais ça sera serré. J'ai l'impression que tous les matchs seront serrés pour les Buccaneers face à des grosses équipes ou des équipes plus faibles. Les Jets joueront les Dolphins, je crois que c'est le dimanche soir. Je crois que c'est un match en prime time. Les Dolphins qui sont en prime time à peu près toutes les semaines, alors que c'est catastrophique malheureusement. Mais voilà, donc ce sera ça. On va rentrer dans les matchs qui étaient déséquilibrés. On va parler d'un match déséquilibré entre les Vikings et les Bengals. Je spoil de suite parce que c'est vrai qu'à domicile, les Vikings ont gagné 48-10. C'était contre toute attente à la vue du score. C'est bien la défense des Vikings qui a dominé ce match-là. Quand on voit 48, on a l'impression que c'est l'attaque qui va tout exploser. Et c'est bien la défense qui a gagné ce match-là. Le cornerback Isaiah Rodgers a inscrit deux touchdowns, un sur interception et un sur fumble. Donc ça fait 14 points pour lui. Plus globalement, l'escouade défensive de Brian Flores a provoqué 5 pertes de balles. C'est énorme. Il y avait 34-3 à un moment dans ce match-là. C'est la pire défaite de l'histoire de la franchise des Bengals. Raph, on s'attendait à voir Carson Wentz parce que c'est lui qui avait en charge l'attaque puisque JJ McCarthy était absent, on le rappelle. Mais en fait, on a eu la défense des Vikings. C'est pas mal quand son quarterback titulaire est absent de pouvoir compter sur la défense. Oui, oui, bien sûr, c'est pas mal de pouvoir compter sur la défense.
Même si en vrai, cette défense des Vikings depuis le début de saison ne décevait pas particulièrement non plus, hein. Mais là, elle a encore passé un cap, elle a élevé le niveau avec bah, notamment ses 14 points inscrits directement par la défense. C'était encore une super prestation de la part des hommes de Brian Flores. Je veux dire, ça, c'est hyper compliqué à jouer pour une attaque. Les couvertures changent en permanence. Il y a des mouvements, des motions avant le snap en permanence, des joueurs du backfield défensif, des linebackers. Tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver sur la tronche, clairement. Et donc, c'était beaucoup trop. C'était un challenge clairement trop élevé pour Jake Browning et Zach Taylor. Donc, ils se sont écroulés et c'est pas la grande surprise non plus. Donc, non, non, c'est bien pour les Vikings de pouvoir compter sur leur défense, c'est sûr. Et en face aussi, hein, il y avait un quarterback remplaçant, Jake Browning. Il avait fait un bon match la semaine dernière. Ça a été beaucoup plus compliqué. Et tu le dis, face à cette défense des Vikings qui est la maître pour déguiser les blitz. En tout cas, Brian Flores aime rendre fou les quarterbacks adverses. C'était très compliqué. Il y a 171 yards au total de gagnés sur tout le match. 3 sur 11 sur troisième tentative. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Il n'y a quasiment aucun jeu au sol. En face, Carson Wentz, est-ce qu'on peut le juger parce qu'on sait que JJ McCarthy, on ne sait pas combien de temps il sera absent. Est-ce qu'on peut juger Carson Wentz sur ce match-là? Il prend 3 sacs assez rapidement, mais il s'en est plutôt bien sorti, mais il n'a pas eu grand-chose à faire. C'est le meilleur match offensif de la saison des Vikings, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, je trouve un petit peu quand même. Alors déjà, Vance sera titulaire à Dublin, a priori, hein. Kevin O'Connell l'a laissé bien entendre quand même que McCarthy serait pas prêt. Je trouve que ça veut dire quelque chose parce que le problème, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il a bien fait ce que McCarthy n'a pas fait sur les deux premiers matchs. Et alors, encore une fois, attention, McCarthy n'en est qu'à 2 matchs et je dis pas qu'il aura pas d'avenir avec les Vikings, tout ça, mais le fait est que sur les deux premiers matchs, on demandait à McCarthy d'être une sorte de game manager, il n'a pas été capable de le faire. Carson Wentz, qui a plus d'expérience, plus de bouteilles, pour le coup, il entre et là on voit toute l'efficacité du système offensif de Kevin O'Connell. Le jeu au sol refonctionne, la pression est mieux gérée, les passes sont réussies. TJ Hawkinson, qu'on n'avait pas vu les 2 premières semaines, le tight end ressort de sa boîte. Justin Jefferson est beaucoup plus trouvé. Enfin, je trouve quand même que ça illustre juste le fait, non pas que McCarthy est mauvais, mais le fait qu'il n'était pas forcément prêt. Et moi, enfin, je suis assez intrigué de savoir ce que feront les Vikings si jamais Carson Wentz enchaîne 2 3 victoires de bon niveau. Ça m'intrigue. Ça peut vraiment poser une question parce qu'en effet, ça sera dans une division où on sait qu'il faut gagner les matchs. On ne peut pas se permettre d'en lâcher pour faire plaisir à notre quarterback, ou en tout cas pour le faire progresser. Ils sont à 2-1 pour l'instant, mais comme les Bengals d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça va être une vraie question. On le verra la semaine prochaine. Carson Wentz sur un match un peu plus. Et encore que la défense des Steelers, on l'a dit, mais bon, en tout cas, ça sera dans un environnement un peu différent. On verra comment il gère ça. En tout cas, il lance beaucoup plus vite que JJ McCarthy. Hmm. Il y avait la stat qui était sortie, et ça peut aider aussi, notamment la ligne offensive qui n'était pas toujours en place en début de saison. Donc ça peut aider. Les Vikings donc joueront les Steelers à Dublin. On va continuer justement la tournée des quarterbacks remplaçants, parce qu'on va partir du côté de Washington avec les Commanders qui ont battu les Raiders 41-24. Ils étaient privés de Jaden Daniels, justement. Ils ont joué avec Marcus Mariota pour ce troisième match. C'était sa première titularisation depuis 2022 à Marcus Mariota. Il a fallu attendre le deuxième quart-temps et la fin du deuxième, le début du troisième pour voir les joueurs de Dan Quinn s'envoler. Le score était de 10-10 et les Commanders sont passés à 24-0 à leurs adversaires pour sécuriser la victoire. On va parler de Marcus Mariota, Raph, mais c'est surtout le jeu au sol qui a été impressionnant pour les Commanders. Plus de 200 yards, dont 174 en première mi-temps. Austin Ekeler était blessé, il est blessé pour toute la saison. Pourtant, le jeu au Hmm. sol marche bien, voire mieux. Le jeu au sol, en tout cas, marche mieux sur ce match. Il avait déjà commencé à marcher un peu mieux en semaine 2 on va dire. Et là, c'est la confirmation d'un jeu au sol qui revient. Et je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'en plus, il marche bien, avec même aussi l'absence de Jayden Daniels, le quarterback, qui, on le sait, par la menace qu'il peut poser au sol en sortant de la poche, des fois, permet d'ouvrir un peu le cahier de jeu pour le jeu au sol avec plus de run play option, etc. Donc, je trouve ça je trouve que c'est une bonne nouvelle. Le backfield est assez complet. Il y a 3 joueurs, Rodriguez, Kroos Kemerit et Jeremy McNichols, qui se partagent un peu les portées comme ça. C'était efficace. Ça fait clairement la différence sur ce match et ça met Marcus Mariota dans de bonnes conditions. Donc c'est important de maintenir ouais, ce jeu au sol pour la suite. Et on a un peu retrouvé les Reds.
On a un peu retrouvé les Commanders de l'an dernier. Non, on a rien entendu. On n'a rien entendu, t'inquiète pas. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, c'est distribué. Après, Mariota est très bon à la course aussi, hein. Pour le coup, il a Oui, ses c'est vrai. défauts, Marcus Mariota, mais sur ce match-là, C'est notamment, vrai. il a 6 courses, 40 yards. Alors, il perd un fumble un peu qu'il aurait dû éviter, qu'il aurait pu éviter. Mais il marque un touchdown, notamment. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal. Mais il est plutôt bon. Il y a des jeux explosifs. Il y a un touchdown de 60 yards. Il y a un punt return de 90 yards. Donc, c'est vrai que ça a été plutôt. Pas de Marcus Mariota, bien entendu. C'est Jalen Lane, le rookie, qui marque ce punt return. Donc ça a été plutôt bien. La défense a fait le travail. Il y a 4 joueurs qui font au moins un sac. Il y a beaucoup de pression. En face, malheureusement, pour les Raiders, Geno Smith, il est saqué 5 fois, 12 fois depuis le début de la saison. Ça fait beaucoup. Il faut beaucoup mieux le protéger parce que Geno Smith, il est revenu un peu en odeur de sainteté depuis quelques années, mais il faut quand même le protéger parce qu'il peut pas faire demi-teinte. Oui, pardon. Ouais, ouais, non, mais effectivement, il est revenu en odeur de sainteté, mais comme tu dis, il peut pas faire de miracle. Il a quand même besoin d'un effectif autour de lui qui l'aide. Et là, c'est vrai que depuis, c'est un peu la déception cette attaque des Raiders, hein. De mémoire, toi et moi, on s'était Je suis d'accord. un Mais, peu mais hypé. quand j'y repensé en regardant le match et je me disais que on se disait vraiment, et je ne sais pas si on les avait mis en Factor X, mais que c'était la ligne offensive qui définirait si cette équipe-là peut faire grand-chose. Parce que, pareil, Ashton Genty a beau être le meilleur prospect running back de ces Hmm. dernières années, mais sans une ligne offensive, il y a des stats qui tournent, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, je ne les ai pas, mais sur le fait qu'il est touché, le nombre de yards qu'il peut parcourir avant d'être touché, c'est très peu. Le yard avant contact, c'est très peu. Il peut faire ce qu'il veut, Ashton Genty, et il est peut-être pas encore au top, mais sans ligne offensive, cette équipe-là, elle pourra pas faire grand-chose. Même tout Chip Kelly, qui est le coordinateur offensif. Ouais, j'ai pas la stat pour ce match, mais sur les deux premiers matchs, Ashton Gentil était à moins 0,3 yards. Les contacts se faisaient devant sa ligne offensive, en gros. Je suis Donc, pas sûr que ça ait beaucoup évolué dans le bon sens, en tout cas sur ce ouais, match-là, hein, au vu du match. voilà, je suis pas sûr non plus. Donc, effectivement, là, la ligne offensive est. En fait, les lignes, globalement, les lignes là, chez les Riders posent énormément de problèmes. La ligne offensive est catastrophique. Et la ligne défensive, en dehors de Max Crosby, est vraiment à la peine. La ligne défensive et même les squads de linebacker, d'ailleurs, on pourrait un peu pousser. Tout le monde est à la peine. Et du coup, oui, cette équipe montre clairement ses carences. Ouais, et je suis d'accord, je m'étais noté aussi que les commandeurs, soit tu parles en effet des lignes défensives, des lignes des Raiders qui sont dominées, et j'avais noté que les commandeurs sont dominés les lignes, donc on se retrouve sur ça, et c'est de bon signe pour les commandeurs, avec un Dan Quinn qui a fini, vous avez peut-être vu l'image, avec le nez en sang. Ils joueront face aux Falcons la semaine prochaine, les commandeurs, les Raiders joueront face aux Bears, et justement, les Bears, on va passer à la première victoire de Ben Johnson, à la tête des Bears en tant que coach principal, un succès 31-14 face aux Cowboys qui s'est dessiné en fin de première période. Les deux équipes étaient à 14-14 et les Bears ont infligé un 10-0 avant de serrer la défense en deuxième période avec notamment 3 interceptions. J'ai envie de parler de l'attaque forcément, Raph, même si la défense a été bonne. 380 yards de gagné, 4 touchdowns lancés par Caleb Williams, un play calling plutôt inspiré, j'ai trouvé. Ça y est, on voit tout le potentiel du tandem Caleb Williams-Ben Johnson qu'on attendait depuis des mois. J'espère que c'est le cas, que c'est un peu que c'est le match déclic et que ça va lancer une dynamique. C'est d'autant plus intéressant que leur jeu au sol a pas tant fonctionné que ça pour le coup du côté de Chicago. On a quand même un jeu au sol qui est limité à 3 yards par portée en moyenne. Ils ont quand même couru parce que c'est aussi dans le style de Ben Johnson. Il veut courir quand même un minimum et établir du jeu au sol, même si c'est pas ultra performant. Donc très bien. Donc ça rend la performance de Caleb Williams d'autant plus intéressante. Maintenant, c'est vrai que ça demande confirmation vu la défense en Je sais où face. tu vas. Oui, je sais où tu vas, en effet. Bah ouais, parce que quand on voit ce que a fait Russell Wilson à cette défense la semaine dernière, ce qu'il fait cette semaine, disons que voilà, je peux pas totalement m'enthousiasmer compte tenu de la défense en face, Non, ouais. mais déjà on a un Caleb Williams propre, il trouve ses jeunes cibles Odunze et le rookie Burden. Enfin voilà, par contre, c'est la confirmation qu'il y a quand même pas mal de talent dans cette attaque et qu'il faut pas grand-chose pour que tout clique et que ça soit vraiment performant. Oui, j'avais envie de me hyper pour cette attaque, mais je suis d'accord avec toi qu'on va en parler de cette défense. Mais c'est vrai qu'il y a une attaque très équilibrée, 29 courses, 28 passes. La course n'a pas forcément fonctionné. Et d'ailleurs, il faura peut-être se poser la question de DeAndre Swift, Hmm. qui peut-être dans le futur pourra.
sera certainement remplacé parce qu'il est peut-être plus aussi bon qu'il était aux Lions d'ailleurs. Mais il y a un jeu, il y a un jeu équilibré, il y a un gros drive de quasiment 10 minutes aussi. Ça c'est bien pour Caleb Williams de pouvoir montrer qu'il peut gérer un long drive. Il n'y a pas un seul sac de pris, c'est la première fois dans sa carrière. Alors il a une carrière courte pour l'instant, mais il a jamais fait un match sans sac. Donc ça Mm. c'est une bonne chose. Maintenant c'est vrai que c'est fait face à cette défense-là qui a fait passer Russell Wilson pour Aaron Rodgers Prime la semaine dernière. Il y a des grosses absences, il n'y a pas de pass rush dans cette défense, il y a des plaquages manqués, il y a 5 passes de plus de 29 yards, il y a un Trevon Diggs qui est aux abois complètement. Qu'est-ce qu'on fait qui d'ailleurs est un peu blessé. Cette défense-là, est-ce que c'est la pire défense de NFL? Oui, actuellement, pour moi, c'est clairement la pire défense de NFL. Ils prennent l'eau de toutes parts. Il n'y a pas de pass rush, on s'en doutait. Ils ont laissé partir Micah Parsons, donc forcément, ça rend pas la vie plus facile. Il n'y a pas de relève là-dessus. Il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est d'ailleurs, de solution de remplacement. C'est pour ça que Jerry Jones est déjà en train dans la presse de parler s'il y a une opportunité d'un très bon joueur, blablabla. Pourquoi pas aller le chercher? Mais Il et la personne n'est plus défense. disponible, hein. Je crois Ouais, qu'il c'est y a un ça. contrat. C'est ça. Et non, non, mais ce schéma de défense en zone est catastrophique. La défense en profondeur, franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'une défense qui se fait autant battre sur les jeux en profondeur. T'as l'impression que tu lances à 20-30 yards contre eux et la passe va tomber au bon endroit et ils seront incapables de la contrer. Donc, c'est assez déroutant. C'est assez déroutant, effectivement. Ça manque de talent. Le coaching est pas bon pour le coup en défense, en tout cas pour le moment. Donc, le chantier me paraît assez énorme, à vrai dire. Ouais, il est plutôt énorme ce chantier pour les Cowboys. De l'autre côté du ballon, il y a un Dak Prescott qui fait ce qu'il peut, qui fait pas tout parfaitement, mais qui est plutôt bon. Il fait 31 sur 40, 251 yards. Alors il y a ces deux interceptions. Il y en a une qui est pas vraiment de son fait, mais il y en a une autre qui est plutôt sale. Donc c'est Hmm. pas évident. Il y a Sidi Lamb qui est blessé à suivre aussi. Ça va pas forcément aider. Donc c'est vrai que les voyants sont pas forcément au vert pour les Cowboys qui affronteront les Packers la semaine prochaine, je l'ai dit. Donc ça va pas être évident. Les Bears, eux, iront à Las Vegas. Ça peut être peut-être une deuxième victoire consécutive, revenir à 50% pour Ben Johnson, on verra. Mais Hmm. ça sera pas mal. On va passer dans la NFC Sud avec le premier Fanny de la saison, je crois. Je suis pas sûr d'avoir vu un match où une équipe avait pas marqué de points. Si c'est le cas, rappelez-moi le match, mais je suis pas sûr parce que là, les Falcons sont les premiers à ne pas avoir marqué de points dans un match de NFL cette saison. Ils ont pris un 30-0 face aux Panthers. Carolina qui aussi gagne son premier match. Ils ont pris le large en première mi-temps avec un 10-0, puis ils se sont envolés en deuxième période avec notamment une interception qui a été retournée dans la end zone. Les Panthers ont provoqué trois pertes de balles. Raph, Bryce Young a été plutôt propre. Le score est un peu flatteur peut-être au vu du niveau de jeu des Panthers, mais c'est une bonne nouvelle pour les hommes de Dave Canales qui lui aussi pouvait avoir un peu chaud. 30-0 là, ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance, forcément, ça redonne un peu d'air à toute cette équipe de battre un rival de division de telle manière. Tu l'as dit, enfin, Bryce Young a été correct. 16 sur 24, 121 Ah, yards, ouais. aucun touchdown, aucune interception, mais pas d'interception, c'est déjà une bonne chose pour lui. Oui, c'est déjà une bonne chose. Bah, après, on reste, tu vois, par exemple, à 5 yards par passe. Enfin, on est quand même sur Voilà, il a pas pris trop de risques et peut-être que le temps de lui redonner un peu de confiance, etc., c'est peut-être aussi ce qu'il faut, hein, ne pas trop forcer le jeu et le cahier de Bryce Young et y aller mollo, je dis pas. C'est peut-être l'ambition sur laquelle veut repartir Canales pour le relancer. Mais donc oui, ça redonne de l'air à toute cette équipe. C'est une belle victoire défensive parce que quand même en attaque du côté d'Atlanta, il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Donc c'est pas non plus une évidence de maintenir Atlanta à 0 point. Et ça faisait un moment quand même que la défense des Panthers n'avait pas sorti un bon match. Donc c'est positif, c'est à prendre. De toute façon, les Panthers, enfin voilà, ils en sont à un moment de leur reconstruction, etc., où toute victoire est bonne à prendre et il faut bâtir là-dessus. Après, comme tu l'as dit, la performance est bonne, mais pas de quoi encore sauter au plafond non plus. Bryce Young, là où il a été bon, c'est contre le blitz. Il a été beaucoup blitzé parce que de l'autre côté du terrain, on essayait peut-être de lui mettre des difficultés. Il fait un 9 sur 14, 72 yards contre le blitz. Il lance Hmm. pas d'interception. Là où il avait lancé, il avait fait en tout cas perdu 5 ballons depuis le début de la saison. Sur ce match-là, il lance pas d'interception, donc c'est plutôt bon signe. En face, tu parlais d'une attaque qui a beaucoup de bons joueurs, et la semaine dernière, on a parlé d'un Michael Penix qui était gestionnaire. Le problème, c'est que sur ce match-là, il a dû beaucoup lancer et on sent que c'est pas forcément son truc. C'est dommage pour un quarterback. Mais il fait
je veux dire, quand il doit aller chercher le score, quand il doit pas gérer, c'est plus compliqué. Lui, il fait 18 sur 36, 172 yards, mais deux interceptions. Et du coup, c'est vrai que ça complique la chose de cette attaque. Ça complique la chose de l'attaque. Effectivement, il n'a pas l'air d'être encore calibré pour sortir ses matchs à 30, 35, 40 ballons lancés, chercher après le score, avoir une attaque up-tempo, aller vite, etc. Tu sens que cette attaque, elle est avant tout, et d'ailleurs la ligne offensive notamment a été construite pour ça, elle est avant tout basée sur le jeu au sol et pour Bijan Robinson, et qu'à partir du moment où tu es obligé de multiplier les passes et que tu n'as plus le temps d'imposer ton jeu au sol lent, sur rythme assez lent, et ben oui, Penix c'est pas encore au niveau. J'ai envie de croire que là le match a été tellement mauvais de la part de toute l'équipe que c'est un peu un jour sans. Je sais pas à quel point faut en tirer une conclusion vraiment sur cette équipe. Ils sont passés tous au travers et notamment Penix. Ça peut arriver, ça reste un jeune quarterback aussi, hein. L'an dernier, c'était sa première saison qu'il n'a même pas fait de complet. Donc on va dire voilà, c'est son match kata, sur une année même pas entière. Maintenant à lui de montrer qu'il peut rebondir. Ouais, il faut pas que ça se reproduise trop. Le souci, c'est que ça fait qu'un touchdown sur les deux derniers matchs pour les Falcons. Pour une attaque, tu l'as dit, qui est censée avoir des stars, c'est pas forcément évident. On a vu Kirk Cousins en fin de match. Raheem Morris a dit que c'était pas l'idée de changer de quarterback, mais il est Mm. là. Il est toujours là. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit la solution, mais en tout cas, il est toujours là. Je l'ai dit, les Falcons, ce sera face aux Commanders la semaine prochaine. Les Panthers face aux Patriots. On termine ce podcast avec le chemin de croix des Saints qui continue doucement mais sûrement. La saison vient de commencer pour les Saints, mais j'ai l'impression qu'on a déjà envie que ce soit fini, en tout cas pour eux, parce que là, ils se sont inclinés 44-13 face à Seattle. C'était un match qui a été plié. Au bout d'un quart-temps, il y avait 21-0 au bout de 15 minutes. Cette fois, c'est les équipes spéciales qui ont crucifié l'équipe avec un touchdown sur un retour de punt, un punt bloqué qui a donné un touchdown deux jeux plus tard, pardon. C'est difficile pour les Saints, Raph. On voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir et ça fait que 3 matchs. Ouais, non, non, c'est difficile, effectivement. Sur chaque match, t'as un secteur de jeu qui se plante complètement. Là, cette fois, tu l'as dit, c'est les équipes spéciales qui ont permis de totalement propulser les Seahawks. Et derrière, avec un Seattle qui avait juste à gérer, on va dire, à l'image de Darnold qui fait que 18 passes, parce que on n'a pas besoin de faire beaucoup plus sur ce match. C'est compliqué, effectivement. En défense, notamment, pourtant, c'est une défense avec pas mal de joueurs d'expérience, mais c'est vrai qu'on sent qu'en dehors des Mario Davis, j'ai envie de dire, et Pete Werner sur les postes de linebacker, derrière, c'est quand même beaucoup plus fébrile. C'est beaucoup plus en dedans, donc c'est assez décevant. Et l'attaque, bon, bah, Spencer Rattler fait comme il peut avec les moyens qu'il a, j'ai envie de dire, avec les moyens que sont les siens. Je, j'ai un peu de mal comment dire, à juger quand même ce que donne cette équipe parce que quand tu regardes le papier, je trouve qu'il y a quand même il y a des joueurs pour faire un peu mieux que ça. Je trouve que je trouve que le résultat collectif est moins bon quand même que le rendu. Donc, je sais pas si c'est un problème de coaching pour le moment. Je sais pas si c'est moi qui en surévalue encore certains joueurs certains vétérans des Saints, ce qui est totalement possible. Mais ouais, en tout cas, c'est une longue saison, ça c'est certain. Faudra regarder le Power Ranking qui sort sur Touchdown Actu, mais on est pour moi pas loin de la pire équipe de la ligue hein, quand même. Certes, il y a des joueurs, mais allez, ça va se jouer avec les Titans. 31, ouais, c'est Voilà, ça. ça va se jouer avec les Titans, donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Il y a 38-3 à la mi-temps dans ce match-là. Tu l'as dit, les Seahawks ont eu juste à gérer. Ils ont été meilleurs dans les trois phases du jeu, l'attaque, la défense, les équipes spéciales. D'ailleurs, j'ai découvert, parce que les équipes spéciales ont été très bonnes chez les Seahawks, qui était le coordinateur des équipes spéciales. On n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que tu sais qui est le coordinateur des équipes spéciales aux Seahawks? Non, C'est clairement Jay pas. c'est Jay Harbaugh, le fils de Jim. 36 ans. Et B, Voilà, il a suivi son père à Michigan et ça fait 2 ans qu'il est coordinateur des équipes spéciales aux Seahawks. Donc peut-être un, un ok. nouveau, un nouveau Harbaugh, fils de Jim, neveu de John aussi. Donc John qui avait commencé coordinateur équipe spéciale, non? Il me semble, John.
Donc Ouais. cette famille, ça peut faire un futur entraîneur. Voilà, c'était juste à noter parce que vous avez compris sur ce match-là, on sait même pas trop quoi dire sur les Seahawks. On va pas forcément dire grand-chose. Ils jouent les Oui. Cardinals la semaine prochaine. C'est jeudi d'ailleurs. Donc ils ont bien fait de pouvoir reposer leur titulaire quasiment Mm. à quart-temps. Tu l'as dit, Sam Darnold a été plutôt bon. Il y a 11 pénalités pour les Saints, ça aussi, c'est très mauvais signe. Donc voilà, on va pas s'épancher sur ce match-là parce que honnêtement, pour l'avoir vu. Je vous le conseille pas. Si vous voulez vous refaire un match, Non, c'est je clair. vous le conseille pas sur cette semaine-là. C'est ainsi qu'on va terminer l'épisode 894 du podcast Touchdown Actu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en podcast ou sur YouTube, de nous avoir vus. Euh, c'est désormais possible sur YouTube vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne en mettant la petite cloche, le petit pouce bleu. Sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Le podcast qui continue. Demain, on fera la preview avec Victor. Je serai là de nouveau. Je remplace Raoul. J'ai fait du remplacement. Je suis en intérim, hein. Je suis en intérim cette semaine. L'année dernière, j'ai remplacé Victor. Je La- remplace Raoul la semaine prochaine. Lucas, tu sais que la carrière du plus grand quarterback de l'histoire a commencé par Exactement. du remplacement, Exactement. hein, donc Exactement. Mais écoute. je sais tous les mecs de podcast qui sont devant moi. Je l'ai en tête. Ils ont été draftés avant moi. Je vais leur taper la place. Sois pas surpris si dans quelques semaines, Alain, tu vas te mettre sur le côté et c'est Lucas qui va prendre ta place. Voilà. On n'y est pas pour l'instant. Merci d'avoir été avec moi, Raph. Demain, ce sera avec Victor. Je l'ai dit, Plaisir. je le spoil un petit peu, mais on aura un débat sur les Colts. On va parler des Colts. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'est déjà pas Mm. d'accord avec Victor. On a commencé le débat sur le chat. On en parlera demain tous ensemble. N'hésitez pas donc à nous suivre. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Time to